Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais revenir sur deux films qui sont sortis cette semaine. Il y en a un qui a été fortement acclamé et un autre très critiqué. Alors même s'ils ont rien en commun, que ce soit au niveau de la mise en scène ou de l'intention de ses réalisateurs ou bien de son histoire, je me dis qu'ils sont assez représentatifs de la méfiance que l'on doit avoir sur les réseaux sociaux quand on parle de cinéma. Parce qu'en général, les notes affichées sur Allociné ou Sens Critique peuvent influencer votre envie d'aller voir le film ou votre ressenti avant le visionnage et voire même après. Et c'est pas forcément évident de s'en écarter quand on est habitué à internet. Ça joue sur votre inconscient un peu. Alors je vais donc vous parler un peu en détail de ces deux films avec lesquels je suis en total désaccord avec l'opinion générale, ou du moins avec ce qu'on peut en dire justement sur les réseaux. Et je pense que ce sont en plus deux outils intéressants à analyser. Commençons par celui qui a suscité un engouement énorme et qui est pour moi un mauvais film, Le Visiteur du Futur, réalisé par François Descraques. Alors que pourtant, il est tout autant acclamé d'ailleurs par la critique presse et cinéma que par le public. Alors on se calme, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je ne le trouve pas bien. Déjà, revenons un peu sur la base du film, à savoir sa web-série qui avait démarré il y a maintenant 12 ans. Alors je l'ai découvert assez tardivement, donc je n'ai pas spécialement grandi ou suivi la série en grandissant ou pendant mon adolescence. J'avais 16 ans en 2010 et je pense que c'est une fiction qui m'aurait totalement plu à cet âge-là. Mais même en la découvrant assez tard, je trouve que la première saison a beaucoup de charme. Déjà, l'amateurisme technique n'empêchait pas François Descraques, donc le réalisateur, le scénariste, de trouver des idées et des plans pour dynamiser son montage et rythmer un peu l'humour. Il a su faire avec les moyens du bord, et c'est une philosophie que moi je défends encore aujourd'hui. Car il est très difficile de bénéficier d'un gros budget pour réaliser un film, surtout de la science-fiction, et je pense qu'avec très peu de moyens, on peut réellement être inspiré et proposer des œuvres originales. L'époque à laquelle elle est sortie a aussi beaucoup joué, car c'est une période où les créations autonomes étaient rares sur YouTube. Et Le Visiteur du Futur apportait une touche de créativité en sachant jouer avec la SF sans argent, et avec des blagues qui avaient tendance à plutôt bien fonctionner, ça se prenait pas vraiment au sérieux. Alors j'ai eu du mal avec les saisons suivantes, car je trouvais que ça se répétait beaucoup, et que ça devenait assez fade, et que ça se mettait à prendre un sérieux qui n'était pas vraiment nécessaire pour moi. Et l'augmentation du budget fait que ça ressemble un peu à n'importe quelle autre petite fiction que l'on peut trouver sur internet. Et le film, malheureusement, c'est un peu la quintessence de tout ça. C'est-à-dire qu'avec un budget de 4,5 millions d'euros, ce qui en soi n'est pas énorme pour un long métrage, le film ne parvient jamais à apporter une originalité singulière et n'arrive pas à installer une ambiance qu'on pouvait retrouver dans les premiers épisodes à 0 €. On retrouve dans ce film en fait tous les défauts qui constituent aujourd'hui la banalité infligeante d'un blockbuster. L'histoire déjà. Le fait que ça soit une intrigue vue des milliers de fois n'est en soi pas vraiment un problème, il y a beaucoup de films qui ne sont pas très originaux là-dessus, mais restent sympas à suivre de par leur mise en scène, sur laquelle on va revenir plus tard, mais aussi de par leur cohérence. Et dans Le Visiteur du Futur, c'est un peu la foire à la saucisse, comme disent les jeunes. La banalité du scénario est ponctuée par quelques blagues de situations qui sont parfois assez drôles, mais très souvent beaucoup trop lourdes et longues. Ça plombe complètement le rythme du film, qui a déjà beaucoup de mal à trouver un équilibre entre vouloir être sérieux et être une comédie. Du coup, les scènes dites dramatiques ne marchent pas car il y a toujours une dédramatisation par la blague. Et si le film avait décidé de ne pas se prendre au sérieux de tout, peut-être que ça aurait pu fonctionner, mais là c'est pas vraiment le cas. Et ce défaut d'écriture, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver par exemple dans un Marvel qui se moque constamment de sa propre histoire ou de ses propres incohérences pour faire rire. Mais du coup, on ne croit pas une seconde à l'univers. La pauvreté du scénario se passe aussi dans les dialogues. Qu'est-ce que c'est mauvais, putain, je suis un bâtard. Les quelques scènes dramatiques sont en permanence accentuées par l'explication de celles-ci, pareil pour les quelques révélations, et je vais vous prendre deux exemples pour essayer d'illustrer un peu. Au début du film, on apprend que la mère de la fille, et donc le mari du papa, est morte en accouchant. Il y a une scène où le père se remémore le moment où il l'a appris, donc hop, on a un flashback dans un hôpital avec une musique triste, et au début je me dis bon, c'est pas très original, mais il se passe quand même un petit truc intéressant. La lumière est très assombrie, le père est en contre-jour, et surtout les médecins qui passent sont flous en permanence et au ralenti. Même celui qu'on voit s'approcher du papa, et là je me dis en termes de mise en scène, bon c'est pas dégueu, et ça suffit largement pour nous procurer une émotion de peur un peu, car on sait que le médecin arrive pour annoncer une terrible nouvelle au père. Mais le problème c'est que non, ils se sentent obligés de faire parler le médecin qui n'était juste là qu'une ombre, et qui dit oui monsieur machin, alors le bébé va bien, hein, mais votre femme a fait une hémorragie interne, elle est morte. Et hop, les mains sur le visage, machin. Comment 15 secondes de trop peuvent totalement ruiner une scène qui était suffisamment explicite. Là c'est juste grossier et en plus ça se passe sur un plan qui est large, qui élargit le décor, donc je trouve ça vraiment mal fait. Alors il y a un autre exemple, mais c'est un tout petit spoiler de rien du tout, donc si jamais ça vous intéresse quand même de ne pas être spoilé, un petit timecode pour vous revenir dessus. Donc autre exemple plus tard dans le film, on a une petite révélation qui par ailleurs ne mènera nulle part. La fille est prisonnière de la brigade temporelle, et pour la convaincre de parler ou de ne pas changer le cours du temps,
La grande méchante amène quelqu'un qui pourrait la persuader. Bon, on est dans un univers de voyage temporel, la fille semble choquée quand elle découvre qui entre, elle est hors champ quand c'est le cas. On peut du coup facilement deviner que c'est elle dans le futur. Donc de nouveau, ce n'est pas très original, mais le plan sur elle aurait largement suffi à le comprendre. En plus, c'est la même actrice avec du maquillage, donc c'est assez facile de s'en rendre compte. Mais non, on se sent obligé de faire un gros plan sur l'actrice qui dit « Tu es moi ?» Et en plus, c'est pas très bien joué. Vraiment, ce manque de subtilité m'exaspère et en fait, ça m'énerve beaucoup car ça arrive pas mal dans le film. Et ça m'énerve parce que le film ne fait jamais confiance au spectateur, il lui explique tout et ne profite jamais de l'image pour jouer sur les suggestions. Et c'est quand même ça le cinéma à la base. Et tout ça n'est pas aidé par les personnages qui sont les stéréotypes les plus caricaturaux que l'on puisse voir. Le politicien qui parle comme un politicien mais qu'on sait qu'il a un cœur sous sa carapace. La fille révoltée fade qui n'a aucune personnalité. La méchante qui est bien méchante car elle grimace. C'est vraiment le niveau zéro de l'écriture, tout sonne faux. On ne profite jamais de ces caricatures pour justement s'en moquer ou même jouer avec les codes. Le film rentre dans des cases qui sont déjà remplies à ras-bord. Parlons rapidement des comédiens parce que c'est un sujet dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur le casting du prochain Astérix et Obélix. Hormis Arnaud Ducret et Enya Barou, j'ai beaucoup de mal avec l'idée qu'il n'y ait que des gens venant de YouTube. Je m'explique. Pour les rôles principaux, évidemment, il n'y a pas de problème, mais je trouve que ça nuit à l'immersion que de ne pas donner des visages inconnus à des rôles plus secondaires. La séquence dans le bar qui sert de prétexte pour filmer des mini-scénettes avec des caméos, donc Monsieur Poulpe, Davy Mourier, Ken Kojandi, est très symptomatique de ce problème qui n'est pas sans rappeler à un autre niveau quand même, les séquences publicité d'Astérix aux Jeux Olympiques. Alors bien sûr, les intentions sont pas les mêmes du tout, car là c'est plus des blagues à mon avis qui se font entre potes que des placements de personnalités connues qui veulent empocher un chèque, c'est moins malsain. Et moi je les aime bien en soi tous ces mecs, mais elles n'apportent absolument aucune profondeur dans l'univers et servent juste de private joke. Et encore une fois, si le film ne tentait pas de se prendre au sérieux, peut-être qu'assumer de ce délire à fond aurait pu être drôle, mais ce n'est pas le cas. Et l'introduction du film avec McFly et Carlito est de nouveau assez représentatif de ce problème. Ils jouent eux, pas des personnages. Et c'est filmé et monté comme un petit sketch YouTube, on n'y croit pas et c'est marrant juste 5 minutes quoi. Et puis je trouve que c'est très souvent mal joué, ou plutôt surjoué. Et Florent Dorin est d'ailleurs malheureusement en tête, j'ai un peu l'impression qu'il croit pas une seule seconde à ce qu'il raconte. Et quant à la mise en scène, malgré quelques petites idées qui survolent quelques séquences, comme notamment effectivement celle du flashback à l'hôpital, tout est assez plat, même la direction artistique est finalement très superficielle. Les décors de la centrale sont très lisses, tout comme ceux des locaux de la brigade temporelle. Il y a juste des néons partout. Quelques effets cyberpunk dans la cachette du visiteur sont plutôt bien trouvés, mais le rythme ne prend pas trop le temps d'exposer et reste sur nos protagonistes comme si elle voulait cacher un peu la misère du décor. Même l'extérieur, pourtant fait majoritairement en VFX je suppose, manque cruellement d'impact et d'originalité. C'est une carcasse d'avion, c'est une tour Eiffel détruite, bon. Et tous ces flares qui apparaissent dans les scènes, vraiment, c'en est presque drôle. Le réalisateur semble vouloir en mettre partout tant c'est esthétique. Je pense que TJ Abrams aurait adoré. Que ce soit dans la voiture, dans les locaux de la brigade, à travers les fenêtres de la maison de la famille, c'est trop. Alors comme je vous le disais, faire un film de SF avec 4 millions d'euros, c'est peu, effectivement. Mais c'est justement là qu'il faut réussir à trouver un juste milieu dans la répartition du budget. Vesper Chronicles, pour prendre l'exemple d'un autre film récent, ayant eu une coprode française avec le même budget, dispose d'une mise en scène de science-fiction que moi je trouve beaucoup plus inspirante, car elle joue justement avec le peu de budget pour limiter les effets spéciaux et créer une ambiance assez singulière. Et quelques scènes de bagarre ne rajoutent pas grand chose à la banalité du film, c'est très chorégraphié, un peu filmé dans tous les sens pour essayer d'ajouter du rythme, mais du coup ça manque de clarté. Bref voilà, je suis un peu saoulé parce que les gens ont tendance à pardonner des défauts énormes sous prétexte que c'est un film de genre et qu'il faut aller le voir et qu'il faut le soutenir, et puis aussi parce qu'ils viennent de YouTube. Ça par contre j'ai jamais compris. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en France, c'est difficile de se les faire financer et la science-fiction n'est pas un style de prédilection dans le pays. Mais en quoi c'est un problème si c'est pour sortir des films comme ça qui reprennent tous les mauvais côtés des blockbusters lambda? Ils n'osent jamais sortir des sentiers battus et cherchent à faire plaisir à tout le monde en offrant un scénario d'une banalité vraiment affligeante qui ne s'adresserait qu'à des préadolescents. Je reprends l'exemple de Vesper Chronicles qui est loin d'être parfait mais qui apporte un vent d'air frais dans la production de films de genre. Et c'est en partie réalisé par un Français et c'est coproduit en France. Et son ambiance cyberpunk assume son côté parfois un peu gore et trash. Il ne prend pas son spectateur pour un enfant sous prétexte que c'est de la SF. Et c'est souvent le problème dans ce genre de production. C'est très formaté. Autre exemple, Les 5 Diables, qui n'est encore une fois pas un film parfait, mais qui apporte une dimension fantastique très bien trouvée, et sa mise en scène assez oppressante englobe le tout et ça fait un thriller pas dégueu. Alors c'est pas de la science-fiction, mais ça reste du fantastique, donc c'est assez rare et c'est plutôt bien trouvé. Le Visiteur du futur n'apporte rien de nouveau et je pense que François Descraques se repose un peu sur ses soutiens et sur sa communauté de fans pour ne pas forcément aller chercher plus loin que ce qu'il demande, à savoir juste de la SF française pour dire « Ah, enfin !» Je ne doute pas qu'il a été fait avec de très bonnes intentions, mais ça ne suffit pas pour faire un bon film. Et surtout, il y a des films
films qui peuvent vous procurer des émotions nouvelles sans forcément partir dans un genre que l'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Mais ça, je vous le dis dans un paquet de vidéos. Bon, ce film un peu défoncé, et désolé d'avance d'ailleurs pour toute la team, ça n'empêche pas que vous m'avez fait rire à une époque sur YouTube et que vous avez toute ma sympathie. Attaquons-nous maintenant à un film qui a fait pas mal parler de lui dès sa diffusion au Festival de Cannes 2022. C'est Rodeo. Alors comment commence l'histoire de ce film pour qu'on en vienne à en parler autant et qu'il ait fait polémique? Alors c'était pas vraiment le long métrage qui est en cause, mais plus la réalisatrice, Lola Kivoron, qui a fait une interview Combini, et dans cet entretien, une phrase a marqué les esprits. Et cette phrase, la voici. Les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse, qui poussent les riders vers la mort en fait, concrètement. Oui, voilà, c'est tout. Ça a suffi à créer un embrasement terrible sur les réseaux en tout cas. Alors pour être tout à fait honnête, je trouve aussi l'interview dans son ensemble assez moyenne et discutable, mais je vais revenir là-dessus, je finis pour le contexte. Cette phrase a donc créé un tollé et beaucoup de gens se sont retrouvés à critiquer, voire insulter la réalisatrice et du coup le film concerné. Et les droitards de YouTube s'y sont évidemment mis à cœur joie pour sortir plein de vidéos sur le sujet, sans jamais le traiter ou l'analyser, juste pour se foutre de sa gueule et alimenter la polémique. Et tout cela a mené à un bashing lors de sa sortie mercredi dernier, où le film se mange actuellement une salle moyenne sur Allociné, qui est, on le rappelle, le site le plus visité niveau cinéma en France, donc ça lui fait une très mauvaise publicité. Alors avant de parler du film en question, revenons effectivement un peu sur ça. C'est pas la première fois qu'une polémique entraîne forcément une volonté de boycotter un long métrage. Ça avait été le cas pour J'accuse de Polanski, mais par rapport au réalisateur. Ça a été le cas pour Barbac, qui était une comédie noire sur l'histoire d'un couple de bouchers qui faisait de la viande à partir de vegan, ou encore Bac Nord pour son prétendu racisme. Beaucoup se sont indignés, mais sans évidemment jamais parler de l'œuvre en tant que telle, et sans jamais l'avoir vue sûrement. Parce qu'un film a beau mettre un sujet sensible sur la table, ça ne veut pas dire qu'il prônera forcément la pratique concernée ou la mettre en valeur. Mais c'est évidemment plus simple de râler et de suivre toujours la même réflexion bas de plafond pour se conforter dans ses biais idéologiques. D'autant que beaucoup de films admirés prônent des délits et des meurtres d'innocents, alors c'est quand même un peu du foutage de gueule. Bon, revenons sur le cas de Rodeo et de l'interview. Moi non plus je la trouve pas terrible, mais surtout c'est une interview Combini. Et Combini et le journalisme, ça fait 3555, c'est de la merde. L'entretien est charcuté, monté comme vidéo YouTube d'Amixem, et toutes les phrases sont là pour faire du contenu choc. Du coup il n'y a aucune nuance apportée sur les propos de la réal, on sent que c'est découpé partout, et le fait qu'elle soit à Cannes, ça apporte une forme d'arrogance à cet entretien. Mais Lola Kivoron a évidemment rebondi sur la polémique en s'expliquant plus calmement, sans être tronçonnée par un montage de merde par un média de tocard. Et elle dit notamment ça. La polémique vient de vous, d'une phrase que vous avez prononcée ou que vous auriez prononcée à Combini à Cannes. Vous avez déclaré: les accidents sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui poussent les riders vers la mort, quand on vous parlait des rodéos urbains. Vous dites que cette phrase a été tronquée, qu'elle a été sortie de son contexte. Elle reflète pas ce que vous pensez? Elle reflète pas ce que je pense, parce que elle a été mise en exergue, elle a été tordue un peu dans tous les sens, caricaturée beaucoup, et ça n'est qu'une facette de la réalité. Encore une fois, il y a un manque de profondeur ça a créé un manque de profondeur dans le débat. Je peux comprendre que la phrase ait pu choquer parce qu'elle est inscrite dans un montage en flux tendu, en flux continu. Il y a presque une arrogance aussi parce que je suis à Cannes, je parle des violences policières. Enfin, c'est aussi cette mise en scène-là qui a créé, je pense, énormément la polémique. Après, je pense que la responsabilité est partagée, le Combini, et puis certainement aussi ma parole. Mais il y a quand même quelque chose, c'est qu'il y a l'adverbe de temps souvent qui nuance quand même le discours. Aussi, je pense que c'est pas parce que je pointe cette réalité-là que j'oublie toutes celles qui existent, et notamment celles que vous venez de citer, celles qui sont dans les faits divers toutes les 2 semaines. En fait, on ne peut pas réagir comme ça à une polémique. On est obligé de prendre un peu plus de temps pour prendre de la distance et voilà, être dans la pensée. J'écris ce texte et je pense que ce texte-là, il recontextualise vraiment la polémique, et je vous invite à le lire pour vraiment comprendre d'où c'est venu et surtout mon point de vue là-dessus. Mais effectivement, l'actualité, en fait, la surcharge, la saturation de ces faits divers dans l'actualité et relié à mon film a tendance à invisibiliser le plus important, c'est-à-dire que le cross-bitume, c'est la toile de fond de mon film. C'est pas le sujet de mon film, c'est pas les riders. C'est ça que je veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est de remettre en fait au centre le cinéma, le fait que c'est de la mythologie, c'est épique, c'est de la fiction, c'est écrit. Et ça parle surtout, de la vie, ça parle de la mort, ça parle des femmes, et de l'amour. On n'a pas envie d'oublier ça. Alors je trouve ça déjà plus limpide, et elle s'est aussi expliquée sur un long pavé sur les réseaux pour essayer de calmer un peu les tensions. Et je trouve ça toujours intéressant de constater ce genre de phénomène, car on peut en avoir un peu marre que certains films ayant du succès traitent toujours du même type de problématique. Mais déjà le rodéo c'est quand même assez nouveau,
Et ces problématiques peuvent apporter à un film une œuvre qui est intéressante, voire passionnante, tout comme ça peut être moyen, voire très mauvais. Finalement, Bac Nord l'année dernière, c'était qu'un film d'action un peu lambda, pas franchement intéressant à analyser, et Barbac était une comédie qui pour moi s'essouffle assez vite passé ses 30 premières minutes. Mais tous les sujets ont le droit d'être traités pour une œuvre artistique, et ça ne veut pas forcément dire qu'il les prône. Barbac n'appelle pas pour autant à tuer les véganes. Mais du coup, de quoi parle le film concrètement? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que la polémique a eu raison du film? Est-ce qu'il vaut le coup de cœur qu'il a eu lieu à Cannes? Et ben moi je trouve pas mal du tout. Comme le dit bien la réalisatrice, le rodéo n'est finalement qu'une toile de fond pour dresser le portrait d'une jeune femme au sale caractère, pauvre, qui n'a aucun autre moyen de s'éloigner de sa situation, la passion pour la moto. Alors seulement la bike life n'est pas pour autant perçue comme élogieuse. La façon de la mettre en scène est d'ailleurs assez intelligente à ce niveau-là. Au début filmée comme étant impressionnante par les cascades réalisées, la pratique tombe très vite à plat dès le premier accident mortel qui arrive au tout début du film. Après ça, le rodéo ne sera filmé que quelques fois et éparpillé, car c'est après cet accident que la réalisatrice met en avant ce qui l'intéresse, à savoir la condition d'une femme dans ce milieu très masculin, mais qui est issue de la même situation sociale que tous les autres. Le choix par exemple de ne filmer que très peu sa chambre ou de ne jamais montrer ses parents et que très brièvement son frère, nous ancre dans un quotidien très triste et bloqué pour toujours par la pauvreté. Le fait qu'elle soit séduite par une pratique mortelle en dit déjà long sur la volonté de vivre de Julia, le personnage principal. Pour autant, elle veut impressionner, elle veut montrer qu'elle en a sous le capot, et ça en fait un personnage très riche car tout en nuances. Entre sa détermination allant jusqu'à voler des motos devant leurs propriétaires, et sa défense verbale face aux hommes qui la méprisent, il y a cette timidité incarnée, cette introversion maladive qui laisse place à des moments très beaux entre des échanges de regards ou de légers moments de tendresse qui n'en font jamais trop. J'aime bien comment la réalisatrice choisit aussi de ne jamais accentuer ces scènes-là. Il y a parfois un peu de tension amoureuse, voire sexuelle, mais sans jamais vraiment nous en dire plus sur les motivations de Julia à cet instant T. La mise en scène laisse beaucoup place aussi aux plans très serrés, caméra à l'épaule, ne laissant jamais vraiment respirer le spectateur et le décor qui est mélangé dans des couleurs très contrastées et un grain type pellicule dans l'image. C'est assez audacieux car on aurait vite tendance à trouver ça vomitif ou pas très inspiré. D'ailleurs, la toute première séquence peut en rebuter plus d'un car elle bouge beaucoup, ça m'a d'ailleurs fait penser un peu à la mise en scène de Paul Greengrass qui a un peu fait de la caméra épaule sa marque de fabrique dans ses films. Mais il y a une vraie décision esthétique car le fait de cadrer comme ça des scènes naturalistes nous plonge directement dans cet univers. Ce qui fait que Lola Kivoron arrive plutôt bien à ne pas être manichéenne dans la construction de ses personnages. Il y a de sacrés connards, mais il y a aussi des types paumés. Et tout le fil rouge du film qui se base sur les missions périlleuses de Julia reste toujours en arrière pour filmer un quotidien qui nous est très étranger. Et elle arrive très bien à le filmer sans jamais donner de leçons et sans jamais défendre ce choix. Alors après, le film n'est pas parfait, je trouve qu'il a quelques soucis de rythme. Il tente parfois certains moments qui frôlent le fantastique, comme des rêves étranges mais qui pour moi sont pas vraiment nécessaires, et il y a une symbolique qui manque de subtilité, surtout vers la fin, et il y a certaines choses un peu convenues dans le scénario, comme le cliché du quiproquo qui mène à une petite révélation, mais bon, Rodéo reste un premier long métrage que je trouve assez ambitieux et surtout très singulier. Et Julie Ledru est brillante de vérité dans son jeu tout en nuances. Derrière son caractère sauvage très sur la défensive, on sent en permanence une sensibilité qu'elle a juste beaucoup de mal à extérioriser de peur de paraître stupide. Et à la fin du film, je peux vous garantir que vous n'avez pas envie d'aller faire du rodéo sauvage. Et je vous dis ça alors que je suis motard et que j'adore faire de la moto. Déjà parce que le rodéo filmé est constamment sur des routes vides, jamais sur des rues piétonnes ou dans des métropoles. La seule fois où il est mis en spectacle, et ça se termine mal. Et surtout, malgré son naturalisme dans ses séquences, cela reste une fiction qui parle d'une femme, tout simplement avant tout. Et là-dessus, je trouve le film assez ambitieux. Petite dédicace à la chef machiniste avec qui on est parti faire le tournage au Togo, qui a bossé sur ce film. Bien joué pour la config de la caméra posée sur un stabilisateur à l'arrière de la moto car le rendu est plutôt bien foutu. Bref, quelle conclusion apporter à cette vidéo? Déjà, il faut rappeler que c'est important de voir un film pour le juger, le critiquer ou le noter, et que le cinéma n'a pas à vous caresser dans le sens du poil. Il y a des sujets dangereux, des sujets polémiques, des sujets controversés qui sont racontés dans des histoires de films en salle. Et ça peut être des sujets qui sont choquants ou avec lesquels on n'est pas d'accord. J'aurais pu parler de la dangerosité pour moi du discours pseudo-antinucléaire du Visiteur du futur, mais ce n'est pas ce qui en aurait fait un mauvais film car c'est finalement un peu évacué, il ne prône pas pour autant l'idéologie. Et il en est de même pour Rodéo, il n'est jamais mis en valeur, et on a au final un film plutôt intimiste sur une jeune femme pauvre. Et surtout, attention à ne pas vous faire influencer par des notes ou des critiques sur les réseaux, ça peut parfois être trompeur. D'autant que sur Allociné, absolument tout le monde peut se permettre de noter un film, y compris ceux qui se contrefoutent du cinéma. Donc si jamais le fond de Rodéo vous interpelle, allez plutôt voir ce film-là que Le Visiteur du futur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à me rejoindre sur Twitter, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!